Quand tu fais du growth, tu vas essayer d'identifier tous les leviers de croissance les plus importants. Et les leviers de croissance importants, généralement, ils se situent soit dans le market, soit dans le product, soit dans la partie sales. La particularité quand même du growth versus le marketing traditionnel ou ce genre de choses, c'est qu'on essaye d'avoir une approche la plus scientifique possible. Et l'approche la plus scientifique possible, quel est l'élément qui fait que on est dans la science? C'est la data. Moi, je viens te voir et je te demande de mettre en place du tracking, de remonter des events et tout machin. Tu vois, avoir ce réflexe de pourquoi tu veux ça? Oui, bien reposer la question, est-ce que c'est utile? Voilà. Parce que en fait, je me dis, mais en fait, ça sert pas le business, ça, tu vois. Et je pense que les bons data guys, c'est les flemmards. Aujourd'hui, je reçois Jordan, qui est un expert de la growth. Je suis jamais sûr de comment on le dit d'ailleurs, growth ou growth, qui était CMO, donc directeur marketing de l'agence Germinal, pour ceux qui connaissent, qui est un peu une référence d'ailleurs dans ce secteur-là, et qui a maintenant cofondé Bulldozer, un collectif de freelance spécialisé encore sur la growth. Tu nous en diras un peu plus. Et en plus de ça, il est maintenant influenceur, j'ose le dire, sur des sujets également de growth, mais aussi d'entrepreneuriat, plus largement, avec, je crois, la dernière fois que j'ai regardé, plus de 40 000 abonnés sur LinkedIn, également une chaîne YouTube lancée il y a un peu moins d'1 an qui se développe très vite autour des mêmes thématiques. Hello Jordan, ça va? Bah oui, ça va très bien. Merci de m'accueillir, merci de m'inviter. Je suis très content d'être là. Avec grand plaisir. Alors peut-être avant de te lancer sur ton parcours, je réintroduis pour ceux qui auraient manqué les premiers formats un peu de ce type-là. L'objectif, c'est d'inviter des profils qui sont plutôt des utilisateurs de la data, qui sont en dehors de la communauté data. Ah ouais, je suis en dehors de la communauté data, tout à Non, fait. je plaisante. Mais voilà, qui sont plutôt des utilisateurs, qu'on l'a déjà fait avec le produit, les opérations. Aujourd'hui, c'est la growth avec Jordan. Et donc, l'idée, ça va être d'en apprendre plus un peu sur ce métier et aussi comment tu utilises la data au quotidien. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ton passage chez Germinal peut-être, et nous dire comment tu t'es retrouvé aussi à cofonder plus récemment Bulldozer? En fait, je suis rentré dans le growth après mes études et après mon premier boulot, parce qu'en fait, j'ai fait des études pour être acheteur dans l'industrie. J'ai été acheteur dans l'industrie pendant un moment, etc. Donc, j'étais très loin du milieu startup et du growth, marketing, etc. Mais j'ai découvert un peu le milieu startup pendant mes études, notamment pendant une césure que j'ai eu l'occasion de faire dans une startup à San Francisco. Et en fait, du coup, il y a eu un moment donné où dans mon parcours, je me suis dit, mais je veux trop monter une startup et tout. Enfin, voilà. Puis en plus, c'était 2016, je crois. Donc, c'était vraiment le moment où, tu vois, typique The Family, c'était la folie et tout. Donc, voilà. J'ai découvert le growth à ce moment-là, en montant ma boîte. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Grégoire Gambato, qui a ensuite monté Germinal, qui était le CEO de Germinal. Donc, je l'ai rencontré avant qu'il monte cette boîte. Et puis, bon, moi, ma première boîte, elle a pas fonctionné. Je cherchais à faire du growth à ce moment-là. J'ai cherché à faire du freelancing. J'ai contacté Grégoire en lui disant si t'as des plans et tout machin. Il m'a dit je suis en train de monter un truc. On a un peu besoin de gens. Vas-y, viens prêter main forte, tu vois. Et donc, en fait, ça s'est bien passé. J'ai fait 10 jours de free. Ils ont dit, nous, on vient de créer la boîte. Si tu veux, on te prend en CDI. Et en fait, j'ai été le premier salarié de Germinal. J'ai suivi toute la boîte jusqu'à être donc le directeur marketing. Et puis, une fois que j'ai quitté Germinal, effectivement, j'ai quitté la boîte pour entreprendre. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et puis, du coup, j'ai effectivement monté Bulldozer avec Enguerrand. Au début, c'était simplement pour se dire, là, je fais du freelancing. Je sens que je passe à côté d'opportunités parce que je suis tout seul et que on n'est pas une équipe. Et du coup, Enguerrand, il me disait, moi, j'ai exactement le même problème. On s'est dit, viens, on bosse ensemble. Et puis après, on a vu qu'on avait besoin de X et Y haut de profil. On s'est dit, on va appeler les gens autour de nous qu'on connaît, qui sont bons là-dedans. Et puis, en fait, de là est né Bulldozer, quoi. Tu peux nous définir en une phrase ce que c'est le growth, déjà? Ouais. Alors, en fait, le growth, c'est vraiment travailler sur tout ce qui génère de la croissance dans une boîte. Et l'erreur, c'est de considérer, tu vois, par exemple, en France, on a vraiment cette vision de le growth, c'est du marketing. Aux États-Unis, ils ont beaucoup cette approche de le growth, c'est surtout du product. En réalité, le growth, ça s'interface à 3 niveaux, le sales, le product et le market. Donc, quand tu fais du growth, tu vas essayer d'identifier tous les leviers de croissance les plus importants. Et les leviers de croissance importants, généralement, ils se situent soit dans le market, soit dans le product, soit dans la partie sales. Et donc, toi, ton taf quand tu fais du growth, c'est d'avoir une vue là-dessus et d'essayer d'identifier tous les leviers de croissance ou de corriger les problèmes de croissance, etc. à ces 3 niveaux. On va rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet. Donc, comme je le disais en introduction, l'objectif
aujourd'hui, c'est que justement, tu nous expliques quels sont les chantiers principaux d'un profil growth, si ça peut se généraliser. En tout cas, on va essayer de le faire. Ouais. Et comment, en particulier, il utilise la data au quotidien. Parce que DataGen est un podcast sur la data. J'avais cru comprendre. Et pour faire ça, tu m'as suggéré qu'on utilise un framework, le framework Growth le plus connu, qui s'appelle AARRR. Je suppose qu'on dit peut-être ARR, mais Oui, je savais oui. pas si on disait comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour commencer? C'est un framework qui vient définir un petit peu tous les différents points sur lesquels tu peux avoir des leviers de croissance. Donc AARRR, donc ça fait acquisition, activation, rétention, referral, revenue. Donc je vais expliquer, mais donc acquisition, c'est donc tu vas travailler sur des actions qui permettent de générer du trafic, d'amener des personnes à découvrir ton produit, etc. Ensuite, tu as activation, c'est comment tu vas permettre à ces gens du coup qui sont venus sur ton site, qui ont téléchargé l'appli, peu importe, comment tu vas les activer. Donc activer quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui permettre de découvrir, de prendre conscience de la valeur de ton produit ou de service. Généralement, je prends un exemple, c'est le e-commerce. En fait, le e-commerce, souvent, les gens, ils pensent que l'activation, c'est le premier achat. Mais non, l'activation, c'est quand tu as reçu le produit et que tu l'as, par exemple, essayé. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as réalisé l'achat que tu as compris la qualité du produit que tu avais acheté, etc. Donc, en fait, l'activation, elle se déroule vraiment au moment où tu reçois le produit et que tu te dis « Ah ouais, ce produit, il est cool ». Et si tu trouves le produit cool, de bonne qualité, qui répond à tes attentes, etc., derrière, ça va avoir un impact sur le premier R, qui est la rétention. Et donc, la rétention, c'est tout ce qui va permettre à la personne de re-acheter, réutiliser ton produit, etc., etc. Ensuite, le deuxième R, c'est referral. Donc, comment est-ce que tu vas encourager les gens à parler de ton produit? Et enfin, revenu, c'est quelle stratégie tu vas mettre en place pour booster ton revenu. L'exemple un peu typique, tu vois, c'est l'upsell. Encore une fois, si je prends l'exemple du e-commerce, tu as mis un produit dans ton panier, on te dit il vous manque 4 € pour bénéficier de la livraison gratuite. Tu vois, ça, c'est une petite stratégie qui permet de booster le panier, de booster le revenu. Et donc, en fait, quand tu vas travailler sur... quand tu fais du growth, comme je le disais, tu travailles à la fois sur product, market et growth et sales, mais tu vas aussi t'appuyer sur ces frameworks-là pour te dire, attends, est-ce que moi, là, aujourd'hui, j'ai un problème de croissance parce que j'ai un problème d'acquisition, parce que j'ai un problème d'activation, parce que, tu vois? Oui, donc finalement, c'est un peu tout ton funnel, un peu tout le C'est ça. pas forcément le parcours du client, mais ouais, tout ton funnel un peu. D'une certaine manière. En fait, c'est pas tout à fait un funnel, mais d'une certaine manière. Et tu vas pouvoir voir un peu, si tu prends du recul, où sont les goulots et à quel endroit il faut aller mettre en place des actions Exactement. pour que ce soit bien fluide, quoi. Donc, Exactement. si tu manques de clients, c'est là qu'il faut aller. Si tu as plein de clients, mais qu'en fait, tu vois qu'ils reviennent jamais, c'est là qu'il faut aller, etc. Exactement. Et tu vois, je te donne un exemple de la pratique. Un prospect avec qui j'étais au téléphone ce matin, c'est une appli mobile un peu en mode... c'est un concurrent, mais comme Coinbase, tu vois, c'est un wallet crypto. Et en fait, eux, le truc, c'est... ils sont pas très satisfaits de leur performance. Mais quand tu regardes la data, justement, tu te rends compte qu'ils arrivent à driver pas mal de trafic et de téléchargement sur l'appli. Le truc, c'est que au moment où les gens se créent un compte, tu sais, il y a ce qu'on appelle le KYC, donc parce que c'est un établissement, c'est pas établissement bancaire, mais bon, on va dire ça comme ça, établissement financier. Et du coup, établissement financier, tu as les règles européennes, les règles françaises, qui fait que faut que la personne, elle se prenne en photo, qu'elle prenne en photo sa carte d'identité, faut que machin. Et en fait, tu perds tout le monde ici. Ouais. Et là, tu es en train de perdre les gens sur l'activation. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans chaque étape. Alors, on n'est peut-être pas obligé de toutes les faire. Bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment que tu nous expliques, au moins peut-être sur les premières ou à quelques étapes, comment la data intervient lorsque tu es growth, tu vois, que ce soit au niveau personnel ou même toi en tant que manager, tu vois. Et voilà, et que tu nous expliques un peu comment ça se passe. Donc, peut-être si on prend l'exemple de l'acquisition pour commencer, quel type de données tu vas regarder, pour réfléchir à quel type d'initiative, pour quel impact. Du coup, je reviens un petit peu en arrière sur la définition du growth. Donc, je t'ai donné un peu globalement, tu m'as demandé en une phrase, donc j'ai défini ça de manière un peu courte. Il y a la particularité quand même du growth versus le marketing traditionnel, ce genre de choses, c'est que on essaye d'avoir une approche la plus scientifique possible. Et l'approche la plus scientifique possible, quel est l'élément qui fait que on est dans la science? C'est la data. L'idée, c'est tout le temps tester des nouvelles choses et valider ou invalider des hypothèses au travers de l'analyse de la data. C'est pour ça que la data fait vraiment partie intégrante de notre métier. Si on prend l'exemple de l'acquisition, je vais te prendre l'exemple de si je fais des pubs, tu vois, donc quand tu fais des pubs sur Facebook, tu fais de l'acquisition parce que tu cherches à driver du trafic sur ton site, ton appli, etc. Donc moi là, tu vois, typiquement les datas que je vais regarder sur les sujets d'acquisition, ça va être mon taux de clic de ma publicité typiquement. Et si mon taux de clic il est élevé, ça veut dire que a priori j'ai ma publicité elle est quali, elle attire suffisamment l'attention, elle crée suffisamment de curiosité pour que les personnes elles se disent ah tiens ça vaut le coup d'aller plus loin.
Tu vois, donc ça, c'est typiquement sur de l'acquisition. Le CTR, le taux de clic de ta publicité, c'est une data vraiment qui est super importante. Après, sur de l'activation, ça va être justement le taux de conversion. Par contre, ton activation, selon ce que tu fais, il va y avoir, en fait, elle va se diviser en plusieurs étapes. Je reprends le cas du e-commerce. Avant que la personne elle achète, il y a la mise au panier, le fait qu'elle écrive son adresse, le fait qu'elle mette sa carte bancaire et le fait qu'elle valide. Toutes ces étapes-là, c'est des étapes de conversion. Et donc, moi, il faut que je mesure, je fais regarder au global, je vais me dire, sur 100 personnes qui ont mis au panier, il y a 10 personnes qui ont acheté. Si je regarde la data comme ça, je me dis, du coup, tu vois, si par contre, je vois que j'ai 100 personnes qui mettent au panier, 100 personnes qui mettent leur adresse, 10 personnes qui remplissent la CB et 10 qui valident, je vais me dire, on a un problème au moment où la personne, elle met sa CB. Parfois, je vais pas pouvoir améliorer les perfs, mais il n'empêche que je sais que c'est à ce moment-là que je suis en train de perdre les gens et donc ça va me donner des idées sur comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter ce taux-là. Et c'est là effectivement que ça devient un petit peu un mix potentiellement entre du marketing, tu sais par exemple sur l'acquisition, là c'est vrai qu'on est plus sur un aspect peut-être campagne marketing, même s'il doit y avoir des contre-exemples où tu peux faire de l'acquisition via du produit, mais sur l'activation là, en tout cas lorsque tu es une boîte de logiciels ou un produit tech, c'est plutôt sur des modifications directement sur le produit, donc sur la page. Voilà. Que ce soit au niveau, en fonction des produits, si c'est juste pour de l'usage pur, que c'est pas un site marchand, là, ça va être des fonctionnalités du site pour générer plus d'usage. Tout à fait. Et si t'es sur un site marchand, ça peut être dans le funnel de conversion tel que tu l'évoques. Si tu prends le cas d'une boîte B2B, SaaS, tu sais, généralement, le SaaS, tu vas avoir du enterprise où tu auras des sales. Donc, tu as des commerciaux qui vont prendre des calls, etc., qui vont générer du lead, qui vont essayer de convertir, tu vois, sur toute une boîte, etc. Puis après, tu peux avoir du self-serve, donc les personnes qui viennent et qui s'inscrivent d'elles-mêmes et puis vont tester le produit. Et tu vois, dans ce cas très précis, en fait, tu vas avoir à la fois de l'activation produit et de l'activation commerciale. Donc, tu vas, dans le cas où tu as des sales, etc., ton activation commerciale, tu vas travailler avec tes sales sur comment déclencher du rendez-vous avec les commerciaux, comment faire en sorte d'aider les commerciaux à mieux closer. Donc, tu peux aussi les aider sur leur script de vente, etc., etc. Et donc là, à chaque fois, pareil, toi, tu vas avoir une approche hyper scientifique où tu vas prendre du recul, tu vas dire, bon, on met cette initiative en place, on va mesurer chaque élément, les performances pour en tirer des conclusions après. Et peut-être tu vas mettre plusieurs initiatives en place, tu vas les comparer entre elles. Exactement. Et en termes de, si tu nous donnes juste un exemple avant qu'on passe à la suite, sur comment ça se passe un projet growth, peut-être pour que tu nous prennes 2 secondes par la main, tu vois, je te dis n'importe quoi, que ce soit chez un client, si t'es sur un format agence ou dans une boîte, tu vas attaquer, du coup, vraiment, uniquement, le problème là où tu l'auras identifié, ou est-ce qu'en général, tu travailles en même temps quand même sur toutes les phases, tu fais 20 initiatives en parallèle et juste tu les optimises, etc. Enfin, juste, tu vois, en termes de day-to-day, comment ça se passe? Alors, ça dépend beaucoup de la typologie de boîte. Il y a des boîtes, en fait, elles ont assez peu d'historique. Donc, quand il y a une boîte qui a assez peu d'historique, en réalité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder l'historique et tu vas regarder là où ça coince. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien faire souvent, c'est une boîte qui a assez peu d'historique, j'essaye de lui créer de l'historique. Mon premier point, ça va être de dire, OK, toi, tu as testé ça, c'est 10% des choses qu'on peut tester. Est-ce que tu es en train de galérer? Est-ce que tu as fait les bons choix et tu galères parce qu'ils sont mal optimisés? Ou est-ce que tu es en train de galérer parce que tu n'as pas fait les bons choix? Et donc, mon objectif, dans un premier temps, ça va être de me dire, ça, on le touche pas parce que il faut faire des choix. C'est pas ma priorité de toucher l'existant. C'est en train de tourner. C'est pas génial, mais ça tourne. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est comment je peux te permettre de passer de 10% de trucs à tester à 60% des trucs qui ont été testés. Donc, moi, généralement, j'utilise le framework CTVP pour commencer parce que il y a beaucoup de boîtes qui viennent nous voir en réalité qui ont des problèmes d'acquisition. Mais c'est pour ça que je disais en France, on a beaucoup cette vision marketing en fait du growth. Et parce que la majorité des boîtes qui viennent voir des agences growth, etc., elles ont généralement des problèmes d'acquisition. Et du coup, le framework CTVP, c'est Channel Target Value Proposition. Donc, je vais tester des nouveaux canaux d'acquisition, je vais tester des propositions de valeur, je vais tester des audiences, et derrière, je vais regarder, OK, lesquels convertissent le mieux, lesquels répondent le mieux à tel et tel aspect, etc., etc. Et une fois que j'ai élargi un petit peu le scope, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me dire, OK, dans tous ces trucs que j'ai testés là, en large, c'est quoi les initiatives qui ont le mieux fonctionné? Je vais éliminer toutes celles qui ont le moins bien fonctionné. Du coup, je vais resserrer mon scope. Et là, après, je vais commencer à essayer de rentrer en profondeur et essayer de travailler du coup sur l'entièreté du funnel, les éléments de conversion, d'activation, etc., etc. Okay. Voilà. Okay. Ça, c'est pour les boîtes qui sont assez peu matures. Les boîtes qui sont matures, elles ont un gros historique. On commence par un audit. Et généralement, avec l'audit, on est capable d'identifier, en fait, tu as un problème d'activation. On va se concentrer là-dessus. Si on récapitule en termes de data, ça se matérialise comment? Tu vois, t'es expert growth justement, donc dans le cadre d'une mission, alors je suppose il faut qu'elle soit un tout petit peu avancée pour que tu commences à avoir de la data, mais même à un niveau plus opérationnel. Enfin toi en général, qu'est-ce que t'as finalement
Enfin, est-ce que tu as des tableaux de bord? Est-ce que c'est sur un outil? Est-ce que finalement, comme c'est parfois des trucs un peu plus ponctuels sur des tests, finalement, est-ce que tu es sur Excel ou sur un spreadsheet? Enfin... Déjà, moi, il faut avoir en tête que globalement, la data que je regarde, 80% du temps, c'est de la data de conversion. Et quand j'entends de la data de conversion, c'est que tu vois, mon taux de clic de ma pub, c'est combien de personnes j'ai converti sur ma landing page. Par exemple, le nombre de personnes qui se retrouvent sur ma landing page, tu vois, l'activation, tu vois, avec le KYC et tout, on disait là sur les trucs, le wallet, il y a un certain nombre de personnes qui étaient sur ma landing page. Je veux regarder combien utilisent effectivement l'appli. Ce que je vais regarder, c'est des taux de conversion. Je veux regarder pour mon referral combien de personnes en ont parlé à d'autres. Je vais regarder la conversion en termes de combien de personnes ont transformé, ont envoyé un lien, ont partagé, ont utilisé leur parrainage, tu vois, des trucs comme ça. L'upsell, bon bah, sur le nombre de personnes à qui j'ai dit « Hey, il te manque 4 € à ton panier pour bénéficier des machins », combien ont converti. Donc, globalement, tu vois, je veux dire que si je step back un peu, la majorité de ma data, c'est de la data de conversion. Ce qui n'est pas de la data de conversion, généralement, c'est de la data d'utilisation d'engagement, c'est de la data très product. C'est le taux d'utilisation de telle feature, des cohortes, des machins comme ça. C'est généralement beaucoup de la data product, tu vois. Et donc, généralement, s'il y a des product people, eh ben, eux, ils vont regarder cette data-là et ils vont pouvoir me transmettre des éléments, encore une fois, un petit peu macro, parce que moi, mon objectif, c'est pas de rentrer dans des détails un peu micro. Il y a des gens qui sont staffés sur ces trucs-là. Eux, je leur laisse gérer la data micro. Moi, mon rôle en tant que growth, c'est justement d'arriver un peu à, tu vois, apporter cette vue un petit peu macro de là, tu es en train de pinailler sur ce truc-là. En réalité, ça n'a aucun impact sur le business. Arrête de pinailler sur ce truc. Tu vois, juste step back. Faut pas oublier que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour générer du business. Et après, sur les tableaux de bord, et ben là, ça va généralement un petit peu se catégoriser aussi, c'est-à-dire tu peux avoir un tableau de bord d'acquisition, un tableau de bord sur ton activation, un tableau de bord sur ta rétention, etc., etc. Ah, où tu vas retrouver un petit peu justement. Tu retrouves un petit peu ça. Tu retrouves un peu ça. Ouais. Et généralement, la data, tu vois, il y a beaucoup de data d'acquisition et d'activation. C'est du Google Analytics avec de l'événement Google Tag Manager, tu vois, des trucs un peu basiques. Sur ton product, ça va être des outils Mixpanel Amplitude, etc., qui sont très product, tu vois. Et après, même sur de la data de rétention, ça va être le même type de produit puisque c'est donc Mixpanel Amplitude parce que c'est aussi beaucoup de la data produit. Du referral, c'est un petit peu pareil. Enfin, tu vois. Si on le schématise, c'est surtout le fait de venir réunir de la donnée product et de la donnée marketing. Et après, en fonction des initiatives, s'il y a des idées un peu originales, ça peut être d'autres choses. Voilà. Mais déjà, si tu as toutes tes données qui te viennent de tous tes stacks marketing de Google, de Facebook, etc. Ouais, et des CRM. Parce qu'il y a aussi, comme je disais, la partie sales. Sur la partie sales, généralement, tu vois, le CRM te renvoie de la data. Okay. Genre, ton taux de closing, il est de tant. Sur le nombre de leads que tu as généré, tu en as qualifié tant. Sur le nombre de qualifs, tu as fait tant de démos. Sur le nombre de démos, tu en as closé tant. Mais c'est de la conversion. Encore une fois, tu vois. Et en termes d'organisation, comment ça se passe en général? Quel type de profils interviennent et en particulier justement autour de cette thématique data? Je sais pas, moi de l'extérieur, c'est vrai que j'ai l'image des profils grosses qui sont un peu touche à tout, qui sont un peu dans la démerde. Est-ce que toi, d'expérience, tu vois quand même des profils data spécialisés growth qui sont dans des squads growth, qui ont leur place un peu à part entière? Est-ce que c'est juste ils interviennent pour un petit support justement peut-être sur la partie tracking outils? Est-ce que finalement, la plupart du temps, les profils gros se débrouillent? Comment ça se passe? Pareil, ça dépend de la maturité de la boîte. En fait, généralement, au début, sur des boîtes assez jeunes, effectivement, les growths sont un peu touche à tout. Et c'est eux qui vont gérer leur data, etc. Ils vont se créer leurs events, Google Tag Manager, Amplitude, tu vois, des trucs comme ça. Après, quand t'as des boîtes qui sont quand même un petit peu costauds, avec vraiment des équipes dédiées, etc., généralement, tu vas avoir des profils data dans les équipes growth qui, du coup, vont identifier les opportunités macro, encore une fois, donc qui peuvent s'interfacer avec des équipes product, qui peuvent s'interfacer avec des équipes sales et tout, et qui vont justement permettre de faire le lien et d'identifier les opportunités et d'essayer de créer du lien là où, tu sais, dans les boîtes c'est un peu siloté, tu sais, t'as l'équipe sales, l'équipe product, machin, et du coup parfois t'es en train de passer à côté d'opportunités juste parce que t'as pas eu ce recul. Et en fait, les personnes qui font de la data dans les équipes growth, généralement ils essayent d'identifier, tu vois, ces liens que les personnes ne voient pas, en disant, mais en fait, en product, ils ont un problème parce qu'il y a un problème en marketing. Oui, quelque chose qui demande justement d'aller gérer une initiative un peu transverse à 2 ou 3 départements que tu évoques, même si tu le regardes que dans le silo de chacun, ils auraient pas pu l'identifier eux-mêmes, ou voire sur le moment, ils ont l'impression que l'initiative va plus leur faire perdre de temps qu'autre chose. Il faut vraiment leur dire, non, mais regarde, d'un point de vue business global, là, tu as plus d'impact sur la boîte en aidant peut-être le marketing sur cette initiative
plutôt qu'en restant figé. Ouais. Et tu vois, le truc un peu caricatural, alors ça, généralement, les boîtes, elles le captent parce que ça crée du conflit en interne. Donc, vu que ça crée du conflit en interne, elles captent, tu vois, voilà. C'est pour ça que je me sers de cet exemple. C'est les sales, ils closent pas. Les commerciaux, ils arrivent pas à closer. Les marketeurs, eux, ils sont en train de dire, pouah, on génère un max de leads, tu vois. Et du coup, les marketeurs, ils sont trop contents. Ils disent, on a rempli nos objectifs. Les sales, ils disent, putain, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à closer et tout. Et en fait, quand tu step back, tu te rends compte que les marketeurs, ils sont en train d'envoyer du lead, mais en fait, c'est des leads absolument pas quali. Et donc, c'est pour ça que ça close pas. Et toi, quand tu step back, bah, t'arrives à dire, non, mais attendez, en fait, là, moi, j'ai regardé la qualité des leads. Donc, tu analyses cette data-là. J'ai regardé la qualité des leads côté sales. Les gars, c'est pourri. Là, il faut que vous changiez tel et tel élément sur le market. Vous atteindrez vos objectifs, ils seront peut-être moindres. Mais si on raisonne en termes de croissance et de revenus, en fait, vous atteindrez pas votre objectif, mais la boîte, elle générera du cash. Tu vois. Ouais. Et donc après, t'as ces arbitrages, voilà. C'est marrant, on en parlait dans l'épisode 59 avec Anne-Charlotte de Algolia. Justement, elle disait qu'elle était côté Ops et qu'une des plus grosses problématiques qu'ils avaient justement côté Analytics, c'était le fait parfois d'avoir des écarts de définition, notamment sur le KPI qu'elle nous a expliqué dans cet épisode, qui était le Marketing Qualified Lead, qui était le nombre de prospects qualifiés qui sont récupérés justement par des opérations de lead gen par les commerciaux, et que les sales doivent aller après attaquer, et qu'il y avait tout le temps des problèmes. Non, mais c'est pour ça que je disais, c'est vraiment le conflit. C'est pour ça que je prends cet exemple, c'est parce que il y a toujours du conflit là-dessus. Normalement, ils travaillent tous pour un objectif qui est générer du CA, et en fait, ce n'est pas leur objectif. C'est-à-dire que les marketeurs, ils ont un objectif de génération de leads, les sales, ils ont un objectif de closing. À aucun moment, tu vois, ils se sont mis d'accord sur le fait que non, mais en fait, notre objectif principal, c'est de générer du chiffre d'affaires, tu vois, alors que c'est ça à la fin. Et juste en leur mettant le même objectif, naturellement, ça remet le marketing en position de mince, on n'arrive pas à générer du chiffre d'affaires, pourtant on génère plein de leads. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah bah il faut peut-être que j'aille parler avec les commerciaux. Et là, tu crées plus du conflit, tu crées de la collaboration. Et du coup, ça m'emmène à la question suivante. Quels ont été les plus gros challenges justement sur cet axe analytics que toi t'as rencontré ou que t'as vu en tout cas au sein d'équipe Growth? Il y en a pas mal. En fait, le truc c'est déjà les biais d'analyse. Tu vois, parce que la data, bon, on disait méthode scientifique, etc. Les gens qui font de la data, ils ont cette méthode scientifique. Tu vois, ils ont cette, tu vois, tu sais, c'est comme, je sais pas, tu fais un A/B test. C'est l'exemple un peu typique, c'est tu fais un A/B test et puis tu vois que il y a tu vois, ton A, il est en train d'exploser ton B. Et en fait, bah, quand t'as pas la maturité, tu peux te dire, pouah, il est en train d'exploser le B. En fait, quelqu'un qui est qui connaît la data, le A qui explose le B, il va se dire, c'est pas normal. Ça pourrait pas être autant. Donc, voilà, tu vois, genre, faut aller travailler dans la data pour. Je crois qu'il y a un biais dans l'affaire. Il faut qu'on rentre un peu plus dans le détail. Et en fait, tu vois, quand t'as pas cette maturité data, en fait, tu prends des décisions qui sont pas bonnes parce qu'elles se basent sur des biais que t'as pas été en mesure d'identifier. Donc ça, c'est déjà un premier challenge. Et après, il y a l'aspect technique de comment récolter de la data. Donc ça, généralement, une boîte qui se lance, encore une fois, la data que tu vas récolter, c'est de la data assez simple. Après, quand tu commences à avoir du SaaS avec beaucoup d'utilisateurs, des cohortes, tu vois, pas mal de features, tu regardes par feature et tout machin, la mise en place technique, tu vois, ça commence à devenir un peu costaud, quoi. Je dirais que ça, c'est quand même vraiment les gros challenges, tu vois. Et quel conseil tu donnerais à un gros analyste qui souhaite avoir de l'impact justement au sein d'une équipe grosse? Justement, tu vois, ça complète plutôt bien ce que je viens de dire, c'est le data analyst qui est trop dans trop dans la data et pas assez dans le business. Tu vois, c'est le kiff de la science. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois un peu ce truc de regarder dans le granulaire, essayer d'aller trouver le petit truc qui machin nanana. Et tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'exemple de non mais ça là, ce que tu es en train d'analyser, ça ne sert à rien. C'est ton petit kiff, voilà, c'est sympa, c'est un joli challenge technique, un joli challenge scientifique et tout. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun impact sur le business. Arrête de passer du temps là-dessus, tu vois. Et du coup, je pense que le truc à faire, c'est garder cette vision business, step back. Ok, en fait, ma data, c'est le moyen qui me permet et c'est pas une fin en soi, tu vois. Ouais, mais donc le juste milieu, c'est marrant parce que les deux challenges que t'évoques finalement, c'est quand même d'avoir des gens qui sont d'un côté quand même assez calés sur l'aspect scientifique et qui vont être capables de savoir quand un truc est pas fiable statistiquement ou qu'il y a un problème, etc., de le sentir. Ou après sur l'aspect setup, quand tu passes sur des analyses beaucoup plus complexes de cohortes, comme tu dis, où là faut quand même être costaud sur l'aspect data, mais aussi sur l'aspect technique, parce que ça devient un peu plus complexe avec beaucoup de données à croiser. Mais en revanche,
faut quand même pas perdre le nord et rester business et Voilà. pas s'enfermer dans que de l'ingénierie ou de la data pour de la data. Donc faut avoir un peu, faut trouver Exactement. le juste milieu. Exactement. Mais tu vois, pour en revenir un petit peu à ce truc de l'A/B test, tu vois, je reprends ce truc-là. En fait, l'A/B test, encore une fois, c'est un outil au service d'eux. Il faut pas que toi, en tant que data guy, tu lances un A/B test pour le kiff d'avoir une data, tu vois. Il faut que tu lances un A/B test. Déjà, généralement, on te demande de lancer des A/B tests. Tu vois, on va te dire, attends, tu vois, c'est le growth ou peu importe qui va te dire, attends, j'ai ce truc-là, j'aimerais bien lancer ce test-là pour être certain d'avoir de la data fiable. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus et tout? Donc, il y a déjà ce truc-là c'est au service de la croissance et du business. Et concernant les aspects techniques, oui, effectivement, voilà. Par contre, pas perdre le nord, effectivement, sur le fait que moi, si demain je viens te voir en te disant, ouais, j'aimerais bien avoir ce truc technique et tout, parce que ça aussi, ça c'est le défaut des growth. Moins maintenant, mais surtout au démarrage avec le growth hacking, tu vois, ce côté, ah ouais, je suis un hacker, tu vois. Je suis un hacker et tout. Et du coup, t'as des gens, ils ont le kiff de récolter des informations qui n'ont aucun intérêt, mais parce que, waouh, tu te rends compte, on est capable d'avoir cette data-là, tu vois. Et donc, non mais vraiment, tu vois, il y a ce truc-là, où automatiser des trucs qui ne servent à rien, tu vois. Ah ouais, tu te rends compte, j'ai réussi à automatiser ça. D'accord, ça sert à quoi? Bah, je sais pas, mais je trouve ça cool, tu vois. Oui, mais ça sert à rien, tu vois. Et donc, en tant que data guy, moi, je viens te voir et je te demande de mettre en place du tracking, de remonter des events et tout machin. Tu vois, avoir ce réflexe de pourquoi tu veux ça? Oui, bien reposer la question, est-ce que c'est utile? Voilà. Ah bah parce que en fait, je me dis oui mais en fait ça sert pas le business ça, tu vois. Et je pense que les bons data guys, c'est les flemmards. Ouais, c'est ceux qui vont push back un peu au début pour. C'est toujours ce truc de pourquoi tu veux faire ça? Tu vois. C'est marrant comme vision des choses, mais ouais, je vois. Écoute, on arrive sur les dernières questions. Donc là, l'idée, c'est un peu question-réponse. C'est la première fois que je le fais, justement, dans le cadre de ce format un peu utilisateur de la data, mais je m'étais dit c'est intéressant parce que l'objectif de ce format, c'est de mieux comprendre des profils qui utilisent la data en entreprise. Et donc, j'ai rajouté ces petites questions un petit peu personnelles, entre guillemets. Tu vois, la première est pas du tout personnelle. Mais quelles ressources tu recommanderais à un profil data qui souhaiterait en apprendre un peu plus sur la growth? Tu vois, peut-être le premier truc, quoi. Profil data qui découvre la growth, et donc tu vois, pas forcément non plus tout de suite la Bible, mais peut-être une bonne entrée en matière. Plusieurs trucs. Ma chaîne YouTube. Pas mal. C'est l'occasion, hein, C'est tu vois. l'occasion. Il faut que je le cale, tu vois. Bon, voilà. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Et après, en fait, ce qui est assez, alors, il y a des bouquins aussi. Donc, tu vois, il y a Hacking Growth, qui est un peu, pour le coup, la Bible. C'est ce qui a notamment permis d'amener le terme growth hacking, etc., de Sean Ellis. En France, on a le bouquin de Yann Leonardi sur la growth aussi. Je me souviens plus exactement du terme, mais je crois que ça s'appelle growth hacking aussi. Bon bref, Yann Leonardi, il a écrit un bouquin. Après, il y a le bouquin aussi qu'avait écrit Grégoire Gambato sur le growth. Donc en fait, déjà, ces trois bouquins-là, bon, t'as globalement fait un peu le tour du sujet. Après, ce qui est particulièrement intéressant, c'est du coup, comme je le disais au démarrage, il y a un peu une vision différente entre la vision européenne du growth et la version US du growth. Aux US, faut regarder les growths qui sont très impliqués sur le product. Donc, par exemple, j'ai Elena Verna, je crois qu'elle s'appelle, sur LinkedIn. Son contenu, c'est une boucherie. Il y en a une autre, c'est Léa, je sais plus son nom de famille, Léa L-E-A-H. C'est la particularité. Donc, il y en a peu qui s'appellent, qui ont un nom comme ça, donc assez facile de la trouver. Pareil, en fait, elles font du growth. Et en fait, elles font du product, tu vois. Et en France, après, bah, il y a plusieurs personnes, tu vois, qui font du growth, mais généralement qui sont un petit peu plus market. Mais du coup, voilà, bien garder en tête cette vision market. Voilà, c'est un peu pour les ressources. Je mettrai tout ça dans la description. Yes. Qu'est-ce que t'aimes dans le growth? 3 choses. La polyvalence. C'est-à-dire que je fais à la fois du market, je fais à la fois du product, je fais à la fois du sales, j'ai aussi de la data, etc., etc. La deuxième chose, c'est le côté vraiment impact business. C'est, tu sens que dans ton métier, tu as un impact sur le business. Et donc, bah, ça, c'est hyper gratifiant, quand même. Et la troisième chose, c'est psychologie, sociologie. Parce que, en fait, oui, tu utilises des tools, oui, tu as une méthode scientifique, oui, machin, nanana. Tout ce que tu fais, c'est au service des gens. Parce que si tu te mets pas au service des gens, tu fais pas croître ton business. Et donc, le truc, c'est que tu crées de la valeur financière, du chiffre d'affaires, en apportant de la valeur autre, tu vois, de tes utilisateurs. Et donc, ça nécessite d'avoir une vraie compréhension de la psychologie humaine, la sociologie, etc., etc. Et d'analyser vraiment le comportement des gens. Et c'est fascinant, tu vois. Parce que vraiment, il y a des fois où tu te dis, mais c'est fascinant de voir que les gens, t'as changé ce petit truc et ils se comportent d'une manière complètement différente. Et c'est fascinant d'analyser ça, tu vois. Voilà, ça c'est vraiment, j'adore. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser?
Alors moi, c'est un biais, mais c'est le fait d'avoir travaillé en agence. En fait, ce qui fait vraiment progresser, c'est la diversité des projets. Tu vois ce truc, tu as des apprentissages, tu te dis « Ah bah tiens, ça fonctionne comme ça, je vais faire pareil chez l'autre. » Et puis en fait, ça fonctionne complètement différemment. Et puis tu te dis « Attends, vas-y, on va réessayer sur lui. » Puis ça refonctionne encore une fois différemment. Et cette diversité fait que, il y a un moment donné, t'es obligé d'avoir une courbe d'apprentissage qui est forte. Parce que du coup, tu vois les cas particuliers, tu vois machin. Et tu vois, c'est notamment ce qui m'a permis de comprendre que, en fait, c'est pas un enjeu technique. Parce qu'au début, je pensais que c'était un enjeu technique, le growth. En fait, c'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu d'humain. Parce que ça, c'est l'élément qui est pareil chez tout le monde, tu vois. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Just do it. Just do it. Parfait. On va finir là-dessus. Écoute, Jordan, merci beaucoup d'être venu Merci à toi. nous faire découvrir le métier de growth. J'ai l'impression que c'est growth qu'il faut dire. J'ai passé un super moment et puis je te dis à bientôt. À très bientôt encore, merci.